Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Comment lutter efficacement contre la malnutrition? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Au moins 35 000 femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition au Mali. C'est ce qu'a indiqué l'UNICEF dans un nouveau rapport publié le 7 mars dernier. Comment se présente le phénomène de façon générale au Mali? La situation est-elle inquiétante? Pourquoi les femmes et les enfants sont les plus exposés? Comment éradiquer la malnutrition dans le pays? Le grand dialogue de Studio Tamani réfléchit sur ces questions. Nos invités, Dr Mahamadou Inki Samake, sous-directeur de la nutrition à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Sylvestre Tapsoba, chef de la nutrition au bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF Mali, Maïmouna Coulibaly, sage-femme point focal malnutrition au CCRF de Bankias au téléphone. À la présentation, je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur, vous qui nous suivez également sur 85 radios et 3 télévisions. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Tout d'abord, Sylvestre, comment peut-on définir la malnutrition? Si vous le permettez, je vais devoir vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez donc de parler de la malnutrition. Donc, au nom de monsieur le représentant de l'UNICEF et également au nom de tous les acteurs qui travaillent aux côtés du gouvernement pour gérer les questions de nutrition. Et je pense que c'est vraiment très important que vous, nos amis des médias, vous y contribuiez efficacement. Parce que c'est une lutte qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs et de tout le monde. Et comment on peut définir la malnutrition? La malnutrition, pour une définition assez simple, c'est un état de déséquilibre entre ce que l'organisme a besoin et ce qu'on donne à l'organisme. Ça veut dire que de façon plus globale, on peut définir la malnutrition de deux façons. La malnutrition par défaut, c'est-à-dire défaut alimentaire ou défaut de nutriments, que l'on rencontre beaucoup plus dans les pays en développement. Et de l'autre côté, la malnutrition par excès, comme par exemple l'obésité, les maladies métaboliques, que l'on rencontre un peu plus dans les pays dits développés. Mais comme vous pouvez également le constater, on a une émergence de ces maladies dites par excès qui prennent également de l'ampleur dans nos pays. On peut citer par exemple des maladies comme le diabète ou les maladies métaboliques telles que l'hypertension, etc., etc. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette malnutrition? Et les caractéristiques en tant que telles, c'est que, comme je l'ai dit, vous avez deux problématiques qui sont donc différentes selon l'environnement ou selon le milieu où nous sommes. Nous sommes des pays sahéliens, nous sommes dans des pays où, comme vous le savez, le développement et les impacts climatiques et autres impactent sur notre façon de vivre tous les jours, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le Sahel, les changements climatiques ont un impact important sur la productivité et donc sur la disponibilité et l'accessibilité à certains nutriments et à certains aliments qui font que les risques sont plus élevés. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes moins heureux que parmi les autres pays. Merci. Dr Samake, la Direction générale de la santé a-t-elle la même définition que l'UNICEF par rapport à cette malnutrition? Ok, merci de m'avoir donné la parole. Moi, je suis Dr Mahamadou Inki Samake, sous-directeur de la nutrition au sein de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Au fait, je suis parfaitement d'accord avec sa définition. C'est un état pathologique, donc soit par excès ou bien par défaut. Et très souvent, c'est par défaut qui est répandu dans nos pays. Mais par excès aussi n'est pas à négliger parce que la dernière enquête de EDS 6 a prouvé que chez nous, les femmes sont à peu près à 28% obèses. Et les obèses, c'est surtout le diabète, surtout l'hypertension. Alors, comment se présente la malnutrition au Mali? Bon, la malnutrition au Mali, nous avons les données de
la dernière enquête, c'est-à-dire chaque année on fait une enquête pendant l'hivernage, vers la fin de l'hivernage. Et ces données nous montrent que la malnutrition est sévie au Mali. Et en termes pour les chiffres, il y a globalement la malnutrition aiguë, globale, qui est à 10,8%. Donc dans notre population, surtout les enfants de moins de 5 ans. Et dans ce lot-là aussi, il y a les cas les plus graves, donc qu'on appelle la malnutrition aiguë sévère. Donc le taux national est à 2,1%, ce qui place le pays dans l'urgence. C'est-à-dire qu'au-delà de 2%, selon les classifications de l'OMS, nous sommes dans l'urgence. Donc c'est pour dire que dans le pays, cette année, on s'attend à beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas restés aussi les bras croisés. Nous avons fait un certain nombre de choses qu'on va rentrer en détail au fur et à mesure de l'émission. Vous avez dit tout à l'heure que le taux, c'est les enfants de moins de 5 ans, se présente comme suit, 10,8%. C'est le même chiffre que l'année 2022. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration? Bon, pour le moment, il n'y a pas eu d'amélioration. Parce que l'autre année, on était à 10%. Donc, on est venu à 10,8%. Et ça, c'est global. Maintenant, j'ai dit à l'intérieur, c'est ce qui est plus grave. Ça, c'est les malnutris aiguës sévères. Les 2,1 là, ça, c'est très grave. Malnutrition 2,1%. À l'intérieur du pays? Non, à l'intérieur de ce gros chiffre-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle là où c'est plus dangereux, là où ça peut tuer. C'est les 2,1 là. Comment? C'est-à-dire que dans la malnutrition aiguë, il y a les deux grands groupes, c'est-à-dire il y a la malnutrition aiguë modérée. Donc souvent les gens peuvent même dire que ce n'est pas une maladie, mais l'enfant a maigri. Oui, maigri jusqu'à ce qu'on commence à sentir que réellement cet enfant-là il est malade. Donc ça, c'est les cas modérés. Maintenant, quand la maigreur arrive à un moment où on peut compter les os, c'est en ce moment que c'est sévère. C'est le cas de marasme et c'est très sévère. Ou bien, il y a l'autre forme aussi parmi les graves, c'est que c'est comme s'il y avait l'œdème partout, sur tout le corps. Donc ça aussi, c'est des cas graves. Et ce sont ces deux cas-là qui comptent, qui couvrent les 2,1%. Et en termes d'investissement, ça coûte aussi très cher. L'UNICEF est notre partenaire privilégié. Il y a les autres. Mais c'est que l'UNICEF nous aide beaucoup pour les intrants nutritionnels. Parce que la prise en charge de ces cas-là, pour chaque cas, il y a un certain nombre d'intrants qu'on doit donner. Il y a l'ATPE, c'est-à-dire le plompinate. Donc en bambara, les gens disent tiradegani. Mais en dehors de ça, il y a aussi les laits thérapeutiques. Il y a le F100, il y a le F75. Et aussi, il y a les traitements à base de médicaments. Donc, on donne à chaque cas, surtout les cas sévères. C'est ce qui nous préoccupe beaucoup. Parce que les cas modérés, à travers les aliments locaux qui sont chez nous, on peut solutionner. Mais les cas sévères, on ne peut pas les solutionner si ce n'est pas vraiment des intrants adaptés. D'accord. Maïmouna Coulibaly, vous êtes à Bankas, dans le centre du pays. Dites-nous comment se présente la situation de la malnutrition à Bankas. Ok, bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. En fait, je m'appelle Maïmouna Coulibaly, je suis sage-femme au CCRF de Bankas et je suis le RND, le référent d'études du district. En fait, ici à Bankas, on peut dire qu'il y a beaucoup de malnutrition, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Vous savez, avec la situation actuelle de Bankas, ce qui fait qu'il y a beaucoup de malnutris, des enfants malnutris qui viennent. Au total, ils sont combien, ces enfants-là? Au total, de l'année 2022, nous avons admis à l'URENAS, c'est-à-dire les cas de malnutrition aiguë sévère sans complications,
nous avons admis 5634 enfants. Et parmi ces 5634 enfants, on a pu traiter Vous avez traité? Oui, on a pu traiter, j'ai des chiffres ici. D'accord. On va revenir vers vous sous peu avant de vous retrouver dans les chiffres. Sylvestre, l'UNICEF, dans son dernier rapport, a estimé qu'au Mali, 35 000 femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition. Comment avez-vous procédé à l'identification de ces femmes? Merci beaucoup pour cette question. Et comme je le disais, je suis très content d'être en face et avec mon ami Samaké parce que nous sommes vraiment des partenaires. Nous travaillons jour et nuit ensemble. Ça veut dire que ce que je dis ici engage également en partie mon homologue Samaké. Samaké a déjà abordé la question, à savoir que nous conduisons aux côtés le gouvernement met en œuvre chaque année des enquêtes nutritionnelles. Il y a essentiellement deux types d'enquêtes nutritionnelles. Il y a les enquêtes SMART, dont il a fait cas, mais il y a également les enquêtes de sécurité alimentaire et de nutrition. Et sur la base de les données de ces différentes enquêtes et en plus d'informations qui proviennent d'autres sources telles que la routine ou telles que des données de l'agriculture par rapport à ce qu'on appelle le cadre harmonisé, le gouvernement, à travers le leadership de l'équipe de Samaké, c'est-à-dire à travers le leadership du ministère de la Santé, fait ce qu'on appelle une estimation de la sévérité de la situation et apprécie en même temps les besoins pour pouvoir y répondre. C'est donc dire que les estimations sont faites sur la base d'enquêtes nationales, sur des données nationales, et pour simplement dire que en fait, ce sont des données qui ont été validées par le gouvernement, qui sont donc les données de l'IPC, c'est-à-dire l'identification de la sévérité de la malnutrition, que l'UNICEF a simplement utilisées. Ce n'est pas des données de l'UNICEF, c'est des données nationales validées sous le leadership donc, du ministère de la Santé, qui a permis donc de faire des analyses sur la sévérité et d'anticiper sur ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre en charge toutes ces personnes qui souffrent de malnutrition. Alors, ces femmes-là se retrouvent dans quelle localité du Mali? Est-ce que c'est sur l'ensemble du pays ou c'est dans une certaine zone du pays? C'est 35 000. En fait, c'est une enquête, comme je dis, c'est une appréciation, une estimation sur la base d'enquêtes nationales, sur la base de données nationales. Donc, c'est vraiment un chiffre représentatif pour l'ensemble du pays. Ça veut dire que c'est sur l'ensemble de la vingtaine de millions d'habitants que compte le pays que ces estimations sont faites sur la base donc, des données des enquêtes. D'accord. Au niveau de la direction générale de la santé, combien de femmes souffrent de malnutrition au Mali, selon vos estimations? Ok, merci. Je suis content que mon ami vous a donné déjà les chiffres. C'est-à-dire que nous avons fait ce travail-là ensemble. L'atelier de l'IPC, on l'a fait ensemble. Donc, chacun a contribué pour avoir ces chiffres-là. Et nous avons fait aussi avec les représentants des régions. Donc, dans la répartition, il n'y a aucun problème. Chaque région sait combien il s'attend par rapport à l'année 2023. Et en plus de ça, on ne s'est pas limité là. Nous avons fait aussi ce qu'on appelle des plans de réponse par région. C'est-à-dire, devant la situation-là, nous ne sommes pas restés comme ça. Nous avons aussi fait un atelier au cours duquel on a fait les besoins de chaque région et de chaque cible. Et ce sont ces besoins-là qu'on a traduits en plans et nous avons fait la compilation de ces plans. Il y a une partie qui sera réservée aux activités financées au niveau de nos directions régionales de la santé. Et ces activités-là, nous avons compilé, c'est autour de 10 milliards de francs CFA. Maintenant, par rapport aux autres besoins humanitaires, nous sommes autour de 70 millions de dollars.
70 millions de dollars en francs CFA, ça vaut? En tout cas, ça vaut ce que ça vaut. C'est pratiquement 40 milliards. Voilà. 40 milliards. C'est ça. Alors, dans vos chiffres, vous avez évoqué tout à l'heure 10,8%. Alors, en termes de nombre, c'est combien au total ceux qui souffrent de malnutrition, en dehors de pourcentage là, le nombre total même? Voilà. Donc, on a fait une estimation. Le nombre total était autour de 780 000 environ enfants. Voilà, qui devaient souffrir de malnutrition. Mais on a fait encore, avec l'analyse des différents éléments, donc ce qui est attendu, c'est 1 478 074 attendus d'enfants de moins de 5 ans. Les deux formes de malnutrition aiguë. Que ça soit modéré ou que ça soit sévère. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? Cette situation, c'est ce qu'on a dit, c'est que chaque année, on fait l'enquête, et l'enquête, on l'a fait à ce qu'on appelle la période de soudure. La période de soudure, c'est la période où les greniers sont presque vides, quoi. Donc, il n'y a plus tellement de restants pour l'autre année, et la nouvelle année aussi, les récoltes ne sont pas arrivées. Donc c'est la période là. Et c'est cette période où nous attendons le maximum de cas d'enfants malnutris. Donc nous faisons des prévisions en fonction de ça. Et on s'est dit, il faudra réunir tous ces éléments-là pour que cette période-là ne nous trouve pas en période de faiblesse. Sinon, il y aura assez de décès d'enfants. Donc, parce que c'est la même période où aussi il y a le palu en pic. C'est la même période où il y a la diarrhée. C'est la même période où il y a toutes les pathologies qui peuvent concourir à ce que l'enfant soit malnutri. Et la présence aussi de ces pathologies-là peut concourir aussi au décès de l'enfant. Donc, il faut être prévoyant, sinon nous serons débordés pendant la période de soudure. Pourquoi les femmes et les enfants sont les principales victimes? Bien sûr, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ossature de nos familles, ce sont les personnes qui sont les plus démunies, en quelque sorte. Et même s'il y a un plat dans une famille, tu vas trouver que c'est le chef de famille qui est privilégié. Après, maintenant, c'est les femmes. Et maintenant, les enfants, c'est la dernière position. Donc, s'il y a manque, c'est-à-dire que s'il y a insécurité alimentaire au niveau de ce ménage-là, qui va en pâtir d'abord? C'est les enfants. Après, c'est la femme. L'homme va venir jusqu'en dernière position. Dans notre culture même, c'est comme ça. Et vous allez voir que si nous devons solutionner ce problème de malnutrition, il faudrait qu'on garantisse d'abord la sécurité alimentaire au sein des ménages. Et ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments aussi qu'il faille ajouter. Les transferts monétaires là, en période de soudure. C'est-à-dire quelqu'un, même s'il a des graines, mais s'il n'a pas d'argent, il ne pourra pas acheter, par exemple, des ingrédients pour mieux préparer. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit voir et qu'on doit voir les populations les plus vulnérables pour les soutenir, pour qu'on ait moins de cas de malnutrie. D'accord. Allez-y. Renforcer ce que mon ami Samaké a dit, parce que ce qu'il vient de dire est quelque chose de très important. Parce que les causes de la malnutrition ne sont pas que de la santé. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est des causes qui sont multifactorielles et très diversifiées. Ça veut dire que pour lutter efficacement contre la malnutrition, ce n'est pas du ressort qu'un seul secteur. Samaké, ici, il représente un secteur qui est un secteur très important de la lutte contre la malnutrition, parce que quand les enfants tombent malades, il faut les prendre en charge. Mais à côté du secteur de la santé, on a tous les autres secteurs. On a l'agriculture, on a l'eau, l'hygiène et l'assainissement. On a la protection sociale dont il fait cas, et même l'éducation. Et je dirais même au-delà de tout ça, c'est tout ce qui est
environnement, tout ce qui est structure de développement. Ça veut dire que pour lutter et gagner le combat contre la malnutrition, il faut qu'on l'aborde de façon multisectorielle, que tout ne repose pas que sur la... Nous arriverons aux solutions. Maïmouna, vous avez dit tout à l'heure que 5634 enfants souffrent de malnutrition sévère à Bankas, parmi lesquels vous avez réussi à traiter un certain nombre d'enfants. Combien au total? Maintenant, j'espère que vous vous retrouvez dans les chiffres. Oui. Nous avons pu traiter 5003 enfants. 5003? Oui. Et il y a... 5003 enfants ont été traités guéris. Il y en a qui ont abandonné. Abandonné le traitement? Oui, il y en a qui ont abandonné le programme. Mais pour quelles raisons? Bon, pour des raisons multiples. Il y en a qui se sont déplacés. Parce que parmi les aires de santé, il y a les villages. Donc, compte tenu de la situation sécuritaire, souvent le village est obligé de se déplacer. Donc, quand le village se déplace, donc ces enfants vont abandonner le programme. Et en dehors de ces enfants, est-ce qu'il y a eu également des femmes malnutries dans la localité? Effectivement, nous avons eu des femmes enceintes allaitantes dans le programme de malnutrition aiguë modérée. Alors, dans la prise en charge, quelle a été la part des responsabilités des autorités dans cette prise en charge des enfants et des femmes malnutries? Bon, c'est l'UNICEF qui nous fournit en intrants. L'UNICEF uniquement? Oui, il y a l'UNICEF qui nous fournit en intrants, c'est-à-dire les Plompinax, les CSB, les amoxicillins, tout. Donc c'est l'UNICEF qui nous fournit en intrants. Maintenant, il y a PAM qui prend en charge les enfants qui seront référés à l'URENI, c'est-à-dire au CCRF, les cas plus compliqués. Donc, il y a le PAM qui prend en charge les accompagnateurs. Alors, quel a été également l'apport de la direction nationale ou de la direction générale de la santé dans ces prises en charge? Est-ce que vous avez eu le soutien? Oui, la direction nous soutient beaucoup parce que c'est quand nous avons des problèmes, on soumet le problème au niveau de notre direction, c'est-à-dire la direction régionale de la santé, et la direction régionale de la santé aussi remonte le problème vers la direction générale et ainsi de suite. En termes de contribution, quelle est la part que la direction générale apporte par rapport à la prise en charge de ces enfants malnutris? Ok, merci beaucoup. La direction générale de la santé, à travers sa sous-direction, est le manager principal par rapport à la prise en charge. C'est-à-dire que tout ce qui se fait au niveau de la périphérie, ça quitte de chez nous. À commencer d'abord par les intrants dont elle a parlé. Ces intrants-là, donc de commun accord avec l'UNICEF, il y a un planning pour que les intrants arrivent à destination. En plus de ces intrants, il y a le renforcement des capacités du personnel. Donc, la direction générale aussi planifie ces renforcements de capacités. Il y a un document de protocole sur la base duquel le traitement est administré au niveau de la périphérie. Ce protocole aussi, sa mise à jour, son élaboration, ça c'est le niveau central. Donc, et même très souvent, quand on a des difficultés par rapport au personnel de prise en charge, très souvent nous proposons des solutions jusqu'au niveau périphérique. Parce qu'il y a des zones, c'est vrai que là où elle est, il y a la disponibilité du personnel. Mais il y a de ces zones où il n'y a pas de disponibilité du personnel. Quelles sont ces zones-là? Bon, c'est des zones très souvent où il n'y a pas tellement l'État, quoi. Donc, les zones occupées.
ce sont ces zones-là où on dit les agents de santé communautaire, ce sont les seuls agents qui existent dans ces zones-là. Et ce sont eux qui font la prise en charge. Mais eux aussi, ils ont été formés. C'est-à-dire toute personne qui fait la prise en charge a été formée selon les protocoles nationaux de prise en charge de la malnutrition aiguë au Mali. Donc, tout de suite, nous venons de valider le dernier protocole est révisé, et il y aura aussi des formations dans peu de temps. Formation d'abord des formateurs, après il y aura formation au niveau de chaque district du Mali. Et chaque acteur qui fait la prise en charge sera formé sur ce nouveau protocole-là. C'est comme ça qu'on évolue. Alors, quelles sont les zones les plus touchées par cette malnutrition au Mali? Bien sûr. Bon, je vais parler un peu en termes de région, quoi, parce que la région la plus touchée est la région de Gao. Avec 16,1%. Donc, chez les enfants de moins de 5 ans. En termes de chiffres? Bon, en termes de chiffres, c'est un peu élevé, mais bon, je vais taire un peu les chiffres là, parce que déjà, tout Gao c'est ce qui permet aux auditeurs de comprendre, parce que le pourcentage mélange un peu. Oui, non, on a compris. C'est-à-dire, dans ce pourcentage-là, nous avons fait un plan d'action avec Gao même. Et maintenant, Gao est en train de chercher à faire d'abord un plaidoyer auprès des différentes autorités pour que les gens sachent d'abord que vraiment le problème, il est là, il est réel et il est très important. À partir de là, maintenant, il y aura aussi la formation des agents de Gao sur ce qu'on appelle la nutrition d'urgence. C'est-à-dire que comme on est dans l'urgence, mais Gao est plus dans l'urgence que les autres encore. Donc, maintenant, ce qui fait qu'il faut que les actions soient centrées sur Gao. C'est ce qu'on est en train de chercher à réaliser tous les jours. Et actuellement, ils sont en train de beaucoup réfléchir par rapport à ces problèmes-là. D'accord. Maintenant, après Gao, c'est Caille. Bon, Caille, avec l'IPC sécurité alimentaire, on n'est pas tellement en phase parce qu'ils ont dit, et ils disent que Caille est sous pression. Mais à notre niveau, Caille suit Gao. Parce que Caille est à 14,2. Gao est à 16,1, mais Caille est à 14,2. Et maintenant, après Caille, c'est Tombouctou qui vient, avec 14,0%. Suivi de Menaka aussi, avec 14,0%. Donc, vous voyez. Maintenant, après, c'est Mopti. Après, c'est Ségou. Donc, toutes ces régions-là ont des chiffres supérieurs au taux national de 10,8. C'est ce que je voulais dire. Donc, ce qui prouve que ces régions-là doivent être en première ligne. C'est-à-dire, si on travaille sur ces régions, nous pourrons faire un peu reculer ce taux de malnutrition dans le pays. Bon, il y avait à un moment donné, les gens parlaient beaucoup de Sikasso, mais actuellement, Sikasso, en termes de malnutrition aiguë, est vraiment... il y a une stabilité. Il y a une stabilité. D'accord. Ouais. Sylvestre, dans votre rapport, vous avez également estimé qu'il peut y avoir un risque accru de complications graves durant la grossesse et l'accouchement. Comment faire face à de tels risques? Comme l'a dit déjà Dr Samaké, en fait, la malnutrition est un ensemble. Parce que déjà, avant la grossesse, pendant la grossesse, à l'accouchement et pendant la période d'allaitement, c'est tous des périodes de risque. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une certaine période d'opportunité qu'il ne faut pas louper. Ça veut dire que lorsque la femme est déjà adolescente, elle devrait déjà avoir une alimentation assez diversifiée. Elle devrait avoir des programmes qui lui permettent de lutter contre certaines pathologies comme l'anémie. Et par exemple, vous savez que la gestion des menstrues contribue également à anémier la femme, d'où l'intégration avec certains programmes comme le WASH. Maintenant, au cours de la grossesse, en plus de l'anémie,
vous savez que la croissance du fœtus, la croissance intra-utérine va déterminer le poids de naissance de l'enfant, qui est également un facteur de départ ou de mauvais départ pour l'enfant. C'est pour ça, là également, la femme doit pouvoir avoir accès à une alimentation diversifiée, équilibrée, en quantité et en qualité suffisante. Ça va lui permettre de mettre au monde un enfant avec déjà des potentialités pour aller avec un bon départ. Et comme vous le savez également, le premier aliment pour cet enfant, c'est le lait maternel. Donc ça va permettre à la femme de pouvoir nourrir au moins pendant les 6 premiers mois son enfant exclusivement avec le lait maternel. Et je félicite le Mali parce que le Mali actuellement est parmi les pays où le taux d'allaitement exclusif est aux alentours de 50% dans la sous-région. Je pense qu'il y a lieu de ne pas toujours voir les choses différemment, mais ça c'est une réalité. Et ça a beaucoup progressé. Et uniquement le fait d'allaiter les enfants exclusivement et de diversifier leur alimentation permet de casser une bonne partie de la courbe de la malnutrition. D'accord. Maïmouna a tout à l'heure félicité l'apport de l'UNICEF par rapport à la prise en charge des enfants malnutris dans le cercle de Bankas. Et tout à l'heure, on parle de la région de Gao qui vient en première position avec 16,1% de malnutris. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'UNICEF a mis en place un plan de riposte contre cette malnutrition dans la région de Gao, la plus touchée? Je vais dire quelque chose de très important. L'UNICEF n'a pas de programme à proprement dit de nutrition. L'UNICEF supporte et accompagne le gouvernement dans la définition de ses programmes, dans la vision de ses programmes, dans la mise en œuvre de ces programmes et dans le suivi de ces programmes. C'est pour dire que tout ce que Dr Samake a dit tout à l'heure, qui rentre dans tous ces aspects de prise en charge, l'UNICEF accompagne le gouvernement et suit pleinement les décisions du gouvernement. Ça veut dire que même les intrants qui sont acquis, c'est sur demande et sur discussion avec le gouvernement. Bon, c'est pour simplement dire, nous sommes aux côtés du gouvernement matin, midi et soir pour que les problèmes de malnutrition, comme il l'a dit, dans les zones les plus difficiles, comme Samake l'a dit tout à l'heure, puissent bénéficier d'intrants et pour que les enfants puissent être pris en charge. Et je peux vous assurer, comme il a dit tout à l'heure, l'accès de certaines régions fait que nous sommes en train, ensemble, d'essayer de trouver des stratégies pour être sûr que les intrants vont pouvoir arriver dans ces régions. D'accord. Maïmouna, à Bankas, quels sont aujourd'hui les besoins des personnes affectées par cette malnutrition? Pardon? À Bankas, quels sont les besoins des personnes affectées par la malnutrition actuellement? Actuellement, bon, surtout à l'Urénie, nous avons besoin de l'accompagnement des parents parce que la prise en charge à l'Urénie est gratuite. Mais souvent, il y a autres pathologies, très souvent même, il y a autres pathologies associées à la malnutrition, ce qui fait que les enfants sont référés à l'Urénie. Donc, il y a ça si toutefois on peut prendre ça en charge. Les autres pathologies associées à la malnutrition. D'accord. Alors, comment vous parviendrez alors à traiter également la malnutrition aiguë sévère? Bon, c'est avec le plan PUNAC. Si l'enfant, après le dépistage, si l'enfant est admis dans le programme, donc c'est avec le plan PUNAC qu'on traite la malnutrition aiguë sévère sans complication. Mais dès qu'il y a une complication associée à la malnutrition aiguë sévère, donc ça devient une malnutrition aiguë sévère avec complication et cet enfant ne sera plus traité dans les CSCOM. Donc cet enfant sera référé au CCRF pour sa prise en charge. Est-ce que dans la prise en charge également, vous rencontrez des difficultés de la part des concernés? Bon, souvent, très souvent, parce que c'est des enfants qui viennent en retard.
c'est les enfants qui viennent en retard. Donc, ce qui fait que la prise en charge sera un peu compliquée. Et il y a autre pathologie, comme je vous ai dit, il y a autre pathologie associée à la malnutrition, ce qui rend encore difficile la prise en charge parce que le terrain est déjà faible, donc c'est pas facile. D'accord. La région de Gao, comme vous le dites, est en première position avec 16,1%. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour venir en aide à ces populations-là qui souffrent aujourd'hui de malnutrition? Ok, merci M. Maïga. Par rapport à la région de Gao, comme je l'avais dit, on a fait un certain nombre de processus ensemble. C'est-à-dire que dès que l'apparition des résultats de la SMART, il y a eu ces ateliers pour les plans de réponse et on s'attend maintenant à faire les autres formations. Mais depuis ce moment-là, l'UNICEF a mis le paquet pour qu'on ait des intrants dans cette zone. Donc les intrants nutritionnels, il y en a pour la prise en charge. Et aussi, chaque fois, s'il y a d'autres besoins, c'est des besoins aussi qui sont exprimés. Donc, et l'UNICEF n'étant pas seul là-bas, il y a le PAM, il y a ACF. Donc tous ces organismes-là s'associent pour vraiment nous aider par rapport à la prise en charge des cas. Maintenant, ce qui peut souvent faire flamber encore ces chiffres-là, c'est les déplacés internes. C'est-à-dire dans ces cas de déplacés, on a de vrais soucis. Parce que tout n'est pas que nutritionnel. Mais nutritionnel occupe vraiment une place de choix. Et c'est pour cela même, après la grande enquête, on est en train de faire actuellement une enquête sur le terrain là-bas, au niveau des sites de déplacés de Gao, pour encore réapprécier la situation. Et nous aurons les résultats d'ici fin mars ou bien début avril. Et ça va nous permettre encore de revoir notre position et de voir s'il y a des ajustements à faire. Donc c'est vraiment important. Et nous suivons la situation chaque semaine. D'accord. Chaque semaine, il y a des informations venant de chaque région et que nous compilons aussi ici à Bamako et qui est mis dans le document du Conseil des ministres. Donc ça veut dire que l'information circule par semaine. D'accord. Parlant de déplacés, dans la région de Meneka, des sources locales rapportent que des enfants malnutris sont constatés dans les camps de déplacés actuellement. Est-ce que vous avez ces informations? Est-ce que vous confirmez? Bien sûr, nous confirmons. Et nous avons... C'est-à-dire qu'on a nos points focaux, on a nos responsables de nutrition, on a nos chargés de nutrition partout. Et aussi, il y a aussi des ONG qui nous appuient. Et qu'est-ce qui a été mis en place pour ces enfants-là? Voilà, par rapport à Menaka, il y a les intrants. Il y a les intrants, parce qu'il y a MDM en plus de l'UNICEF. Il y a les intrants. En plus des intrants, actuellement aussi, une équipe est en train d'aller là-bas pour encore réévaluer la situation de Menaka et de Tidermen. Parce qu'on a... Le temps de réévaluer... Non, il y a déjà les intrants pour la prise en charge. Mais est-ce que c'est arrivé sur place? Bien sûr. La distribution a déjà commencé? Non, ce n'est pas une distribution, c'est une prise en charge. C'est-à-dire qu'il faut dépister d'abord la personne et maintenant on voit est-ce que c'est un cas modéré ou bien est-ce que c'est un cas sévère. Si c'est un cas sévère, la prise en charge diffère d'un cas modéré. Donc, il y a les intrants pour les deux. Il y a les intrants pour les deux. En tout cas, jusqu'à hier, on avait les bonnes informations. D'accord. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous avez commencé à énumérer le traitement, le type de nourriture qu'il faut donner aux enfants, notamment les fruits qu'il faut donner aux enfants. Comment nourrir un malnutri? Ok. Je pense que Dr Samaka a déjà dit, mais je voulais renforcer quelque chose et féliciter encore le gouvernement. Comme il a dit, certaines régions sont difficiles d'accès. Le gouvernement a mis tout en place et pour pouvoir prédisposer des intrants au moins pour 6 mois. Je ne pense pas que dans la sous-région, on ait des pays qui arrivent à stocker des intrants pour 6 mois pour ne pas avoir de rupture.
Donc ça, je pense que c'est quand même très important. Pour revenir donc à votre question, comme je l'ai dit, la malnutrition commence, c'est pour ça qu'on appelle le cercle intergénérationnel, commence chez l'adolescente, qui est la future maman, la future femme enceinte, la future maman et la future mère. Ça veut dire que sur toute cette chaîne qui constitue le cycle de vie d'une personne, à chaque étape, il y aura des besoins spécifiques et des comportements spécifiques à avoir pour avoir une bonne nutrition. Et la nutrition de l'adolescente, elle doit être équilibrée et diversifiée. Et pour qu'elle soit équilibrée et diversifiée, comme il a dit tout à l'heure, il y a une question de ressources, mais il y a également des questions de disponibilité des aliments. Si vous regardez, on a beaucoup d'aliments ici qui sont très périodiques. Vous prenez actuellement, on a beaucoup de fruits et légumes, on a des mangues qui sont des aliments très importants et qui vont disparaître très bientôt parce que c'est cyclique. Donc, il faudra que les efforts du gouvernement se poursuivent, par exemple, avec tout ce qui est enrichissement à grande échelle de certains aliments. Par exemple, ils ont mis de la vitamine A dans certains aliments, ils ont mis de l'iode dans certains aliments, comme le sel. Ça permet aux populations en général et aux plus vulnérables d'avoir accès de façon plus facile aux aliments. L'éradication de la malnutrition est-elle possible? Je pense que nous sommes tous des humains et nous sommes tous des gens engagés, donc je dirais que c'est possible. Je dirais que c'est possible, mais à condition que la malnutrition devienne un problème global qui implique l'ensemble des secteurs de développement. Il ne faut pas que la lutte contre la malnutrition reste uniquement du secteur de Dr Samaké, du secteur de la sécurité alimentaire seulement. Il faudrait que la lutte contre la malnutrition devienne effectivement un problème de développement. Et qui parle de problème de développement parle de la contribution exhaustive de la plupart des secteurs. Maintenant, certains secteurs sont plus sensibles que d'autres. Et par exemple, le secteur avec les systèmes alimentaires, c'est important. Le secteur de la protection sociale, c'est important. Par exemple, il a parlé de transfert monétaire, etc., etc. Le secteur, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène, c'est quand même un des déterminants principaux des situations de malnutrition. Il a parlé des diarrhées, etc., etc. Donc, il faut qu'on aille ensemble. Maïmouna, qu'est-ce qu'il faut pour lutter efficacement contre la malnutrition dans le cercle de Bankas? Ok, merci beaucoup pour cette question. Dans le cercle de Bankas, il faut surtout lutter contre l'insécurité alimentaire. Il faut surtout lutter contre l'insécurité alimentaire. Il faut amener les femmes à respecter le calendrier de la CPN. Parce qu'une femme malnutrie peut donner naissance à un enfant malnutri. Une femme qui a été mal suivie pendant la grossesse peut donner vie à un enfant qui est malade. D'accord. Docteur Donc, voilà, donc il faut assurer la sécurité alimentaire, il faut assurer vraiment ça. D'accord. Docteur, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre efficacement cette malnutrition, selon vous? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je vais dire d'abord qu'il faut renforcer vraiment la sécurité alimentaire, surtout au niveau des ménages. Il faut qu'on ait des centres de santé pour traiter les enfants malades, parce que ça, c'est une cause immédiate. Et il faut aussi que, dans la protection, qu'on ait des situations pour secourir en cas de besoin. D'accord. Malheureusement, nous n'avons plus le temps de continuer. Je résume un peu. Les régions les plus touchées sont la région de Gao avec 16,1 points, suivi de la région de Kay avec 14,1 points. Tombouctou, 14, Meneka, 14 et Mopti, Ségou, suivi les autres régions. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur la malnutrition, comment lutter efficacement contre
contre ce phénomène. Et nous étions avec Dr Mahamadou Inki Samake, sous-directeur de la nutrition à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Sylvestre Tapsoba, chef de la nutrition au bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF Mali, et Maïmouna Koulibaly, sage-femme point focal malnutrition au CCRF de Bankas. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, à la régie vidéo Noungire Mamadi Keita. Ce débat a été coordonné par Sekou Gadjigo.